Okay, shall we start? Ah, pardon, vas-y. Shall we start, Smain, or? Let's go. Let's go. Okay, I will start in English for the new people join the call. Thank you for everyone joining this afternoon. First of all, thank you to Anders for being with us today, talking about open policy. That's great to have you with us. And thank you, Thomas, to share your experiences and the presentation about Falco. We have today's special meetup about security subject. Then that means feel free to ask your question in the chat. You know how it's work. We can share directly with others during the call, the presentation, or in the end. And thank you also for Skyway. They organize special event today. Some of you maybe already joined with him for the security hackathon, I would say. And thank you for their support to organize this event as well. Okay, Smain, do you like to add something, or we can now No, switch maybe into we will add something at the end of the Okay, event. okay. Anders, I give you the floor and I will switch in France. Merci tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions, on essaiera de les partager directement. On fera les intermédiaires et les traduire s'il y a besoin. All right, thanks. Go ahead. Thank you, Aressa. It's great to be here. It's my first time talking for you guys in Paris. Can you all see my presentation now? Yeah, we see you, slide. Okay, great. I'll just get started then. So today I'll just give you all a brief introduction to Open Policy Agent and pretty much policy-based access control, or policy as code. And then of course we could take a deep dive session at any time later. But let's start here. And before we delve into OPA, I'm Anders. I work as a developer advocate at Styra, which is the company and the inventors behind OPA. I have a background in software development, and I've been working primarily in identity systems for the last 6 or 7 years. And for the two last years, I've been working full-time on OPA, pretty much. And when I don't work on OPA, I'm interested in cooking, food, and football. And and I'm on both Twitter and GitHub if you'd like to reach out. So, okay. Sorry, Anders, can I add just something? Just a reminder, because usually we ask people to ask the questions during the presentation. So don't hesitate if you have any question during the presentation. We will maybe do a few pauses during your presentation, Anders, in order to answer them. Thank you. Feel free to interrupt at any time, or save it till the end. And by the way, your daughter is cute. Sorry, your daughter is cute. Okay, thanks. All right, so yeah, that was that about me. Today or this evening, I'm here to talk about OPA and what problems does OPA solve. So what's the challenge? What's the why? The problem we're trying to solve here is basically managing policy in increasingly distributed, complex, and heterogeneous systems. So whether it's our application stack, if it's our deployment platforms, if it's our cloud platforms, or if it is our databases or data sources, what we really want to achieve here is one unified way of talking about policy. And that is Open Policy Agent. That's pretty much the goal of this project. It's to offer one unified way of dealing with policy across the whole cloud native stack. So that's the why. And then the what. What is OPA? It's an open source general purpose policy engine. And of course, general purpose is pretty much a must if you want to kind of accommodate all these different products and technologies. And
it offers a unified tool set and a framework for working with policy on this. And just so, like, before before we proceed, policy in this could be anything like regarding authorization or who can deploy at what time and so on. So we're on the clear what we mean when we say policy. And what OPA really does, it decouples policy from your application logic. So you kind of move that, just as you move data out to a database, you move policy out to OPA. But OPA itself doesn't do enforcement. It only makes these decisions, but it's still up to you to actually enforce these decisions. And we'll look into that in a bit. Our policies are written in a high-level language called Rego, which we'll also be made familiar with a little later. And some of the more popular use cases are Kubernetes admission control, where we control like what objects we can persist in our Kubernetes clusters. Microservice authorization, so the actual workloads running in Kubernetes, or it could obviously be Lambda functions or like old school application containers. And then there's these infrastructure as code projects. We have Terraform and so on, where you might also want policy to govern what you can and can't do. There's data source filtering, CI/CD pipeline policies, and so much more. So I hope, if there's one thing I hope you can remember by now, it's a very diverse and it's certainly a general purpose policy tool, and it has to be if it wants to encompass all these technologies. But it's not just a tool, of course. There's also a community. We have, and these numbers are somewhat outdated by now, but there's certainly a very vibrant community, or many hundreds of contributors, integrations for pretty much any language or technology, and a vibrant community on both GitHub and Slack. But of course, we're not just a community. We're also it's also definitely something used in production by some of the biggest companies in the world. So here's just a few examples of production users of OPA. And if that was not enough to convince you, a little quote here from Kelsey Hightower, which I think summarizes what OPA really is about. Which says, the Open Policy Agent project is super dope. I finally have a framework that helps me translate written security policies into executable code for every layer of the stack. So that's pretty much what this is about. Let's kind of zoom in here on OPA and Rego. And how does this work? How can we work with so many diverse technologies? Like how do we kind of hook into that? So for that, we need to look at the policy decision model and how this works. So the way we normally communicate with OPA is you have your service. This could be your microservice. This could be, the Kubernetes API servers, or this could be a MongoDB or whatever. It doesn't matter. But the service reaches out and communicates to OPA via its REST API. And any input, and it does so by providing a query to OPA over the REST API, and that query is just a JSON body. So you just send some data in, and you get back a decision, and that decision is also just JSON. So that's kind of how OPA can be so versatile. It's like anything that can handle HTTP requests and can handle JSON, then you can use OPA. So, and pretty much any modern technology, or like even any technology invented these last 20 years or so, can pretty much talk HTTP and can understand JSON. So that's how OPA fits in. And again, these services could be anything. So how do we deploy OPA? And OPA itself is just one single self-contained lightweight binary.
ideally, you'd run OPA as close to your service as possible. Since this is an HTTP call, you'd rather want the latency here to be as low as possible. So you'd normally, if you're running this in Kubernetes, this would normally mean you deploy OPA as a sidecar in your pod. So it runs just on the same machine as your application container. So you just query localhost. And if you're running on a more big iron or just a more old school deployment, you'd probably run it as a daemon on the same host. There are also some more like esoteric ways of deploying OPA. You can also use it as a Go library. You can use it coupled with Envoy, Istio, and also from WebAssembly. So it's pretty dynamic. Policy offering, and that's of course that's the whole core of OPA and Rego. Like how do we write these policies that determine what you can and what you can't do? Well, that's pretty much what Rego is. Rego is a declarative high language policy language, which is what OPA uses. And a policy consists of any number of rules, which we'll see here in a bit. And these rules, they take a bunch of assertions, like a bunch of claims, and then they return some value based on that. So you could say, like, if I have the role of admin, can I do this or not? And an OPA is going to say yes or no, or true or false. But you may also return like any kind of object available in JSON. So you could return a string. Maybe you want to tell the user why they can't access this collection of pictures or whatever. And we have over 150 built-in functions. So you can deal with like JSON web tokens, with strings, some math, and so on and so forth. So it's not a general purpose programming language. You wouldn't use Rego to build an operating system or something like that. It's scoped to policies, but it's surprising how much you can do with this language. And Rego includes a policy testing framework, so you can work with unit tests on your frameworks just as you would with any other code. It's a well-documented language. I can really recommend checking out the docs, and of course trying it out in the playground. And that's what we're going to do in just a bit here. Of course, so policy is one part, but for most systems, you're also going to need to work with data. You're going to want to know who the user is or what endpoint are they trying to access in order to make an informed decision. So OPA has a number of ways in which you can provide data to OPA. One of them is through a JSON web token, which is of course pretty common nowadays in these OAuth and OpenID Connect enabled like identity systems. You can also provide data as part of your query. So when you ask OPA, you can say like, I am an admin. Am I allowed to do this? And then if you have more data, you can push that data into the OPA REST API. So you can take your data source, like your user database or permission database, and just push that into OPA. And you can also provide data in what we call bundles, which is something that OPA goes to a remote endpoint to fetch. And finally, you can even, from inside a policy, you can even use this HTTP send built-in function to go and reach out for more data at policy evaluation time. Okay, so with that, I'm gonna hop over here to the Rego playground. So again, this is a great way to learn Rego, the policy language of OPA. And we're gonna see here to the right, here you can see the input. So the input, this is basically the question we're asking OPA here. And we're saying here that my request here is for the user's path. The method is get,
and my user is named Anders, and this is the email address. So this is dynamic. We could change this to anything we'd like, but this is what the user provides, and then now it's going to be up to us here to provide some kind of policy for that. So if we evaluate this now, we send this input in here, we're going to see that we get an empty result because there's really no policy here. So let's together write policy. And one thing we might want to do here, we could say that any user could call a GET request on the user. So any could list any other user. So we're gonna create a rule here, and I'm gonna name this allow. And that's a pretty common name, but it doesn't mean anything to OPA. OPA is general purpose again. So allow and deny, those are very common. Those are very common words to use, but they don't really mean anything. They mean something to us though. So I'm gonna name this rule allow. In the anatomy of a rule, it works like this. So you have the name of the rule and it's followed by the body. And if all the assertions or conditions inside of the body are equal to true, then the rule is going to be equal to true. So if I do something like this, I say something that's obviously true and I evaluate that, I'm going to see that yes, now the allow rule is true. So that's how you query OPA. Of course, in this case, this is constant. So there's really not much to evaluate here. And the way it works in each of these rules is that all of the statements inside here need to be true. So if I do this, it's still going to be true. But if I do something like this, then allow is no longer true. And as we can see here, it's rather empty or undefined. There's nothing left here. So one thing we might want to do, and which is a pretty good best practice, is that we say that by default, allow should be false. So you can always have default values for your rules as well. So no matter what we provide now, it's going to be false unless all the conditions in here are true. So these are ANDed together. You need to have all of them to be true. And if you want to do OR, so then you add another rule with that same name. So then you say 1 is equal to 1. And then we see that allow is true because even though this one is still not true, we have another one which is. So if there's just one of these rules which is equal to true, then the whole rule is going to be true. So that's very basic. Of course, now in this case, we don't really use the input here. We have an input. The user provided us with some data, so that's what we really want to write policy on. So we're going to see here that if the input path is equal to users like this, then and the method is equal to get. So somebody is trying to read the user's path. Then if both of these conditions are true, which it looks like they are, then the allow rule should be true. So let's evaluate that. And we can see that, yes, indeed, that is true. And if we do something else or we change the spelling, then we see that that's no longer the case because now we're trying to access some other path. So that's pretty simple, of course, but that's a pretty common case. You have certain endpoints which pretty much anyone can access, some public endpoints or like at least you might need to be logged in, but they don't really require anything in terms of permissions. And we have a first question. Yeah. You showed a rule where you have two names, identical names allow. And what would be the use case for having two rules with the same name? It's a question posed by Christian. Yeah, no, that's a good question. So what we really want to achieve here, and I think this is pretty much the next step of this demo or this example. So we now have one rule, which if these conditions are true, then allow is going to be true. But of course, there could be any number of
of conditions where we want to allow the user to access. So if we'd had something like this, for example, and we'd had like a role is admin, then if this is true, then allow is going to be true, or if this is true. So meaning like if any user can access the user's endpoint, and if you're the admin, you can do anything. That's just going to be like a carte blanche for permissions. So, but when you ask these questions, you're not. You could certainly name this something else. This admin. But what you really why you normally want to name them with the same name is because then you can only ask. Then you only have to ask one question: what's the value of allowed? Am I allowed or not? And if you'd rather name them all like uniquely, then you'd have to ask like, am I allowed? Am I the admin? Is this a public endpoint? Is this so that's kind of the value of these incremental rules where you have the same, where you kind of reuse one rule name, so you can just ask for the value of that. For most policies, that's all you really want to know. Can I do this or not? But for certain policies, then yeah, you'd certainly want to have different names for different rules. So that's totally doable as well. Was that response, or was that response clear? Yes, actually for me, I don't know, Christian, if you're okay. He said thanks, so yes. Great. We have another question. We can always continue after if there's more questions like that. There is one. So I'm just gonna carry on then. We now have one allow rule, which says that if we have a GET request to the user's endpoint, then it's going to be allowed, and any other requests now are not going to be allowed because by default allow is false. So if these conditions are not true, allow is going to be false. So some other thing that might make sense is that any user should be able to edit their own details. So if the input path is equal to users, and the next kind of path component is equal to the input user name, and the input method is equal to put. We're going to say that that's the method we use when we want to edit something. So now Anders should be able to update the Anders user. And we're going to evaluate that. And we can see that, yes, I can do that. And if we change this to Jane or something else, we can see that, no, I can no longer do that. So now anyone can read all users, but only the user with a corresponding name to which is in the path is allowed to edit the details of your own user. So this is 13 lines of Rego, and I hope you got like a basic idea of how these policies are evaluated, how we work with these kind of combined rules to evaluate policy. And of course, there's a lot more to Rego than this. In this case, we never used any like built-in functions or so. We kind of just use pretty simple comparisons and so on. But this is really the basics of Rego. So if you think like this sounds or this seems pretty straightforward, then you're absolutely right. It definitely is. So even if there are some new concepts and so on, it's all pretty much straightforward. Okay, so that was Rego. The next step then, now we were kind of looking into the micro level, like that was like the nitty gritty.
But once you kind of start to roll out OPA, again, remember, we wanted to do this for all these kind of hundreds of different and complex distributed systems. So eventually we're going to want to manage this. And that's another strength of OPA in these management APIs. We already mentioned the bundle API, where you can kind of package your policy and include some data, and then you distribute that from a central location. There's the decision log API. So any of these decisions where OPA says yes or no, or allowed or not allowed, are logged. So you can get auditability and traceability on anything that goes on in your systems. There's the status API for kind of just pretty much health checks of your OPAs in your cluster. And there's the discovery API, so you can distribute configuration as well. Okay, so that's pretty much OPA. And where do we get started? Where do you start? If you're interested, I have some tips here for you. And I think starting small is my, if there's just one advice, it's to start small. Like, try it out. Try the playground. Check the OPA docs. They're terrific documentation, really. So check them out. And just try them out. And there's like this, there's this reference documentation including all the built-ins. So if you want to like parse a JSON web token, or if you want to do some, if you want to walk like a nested structures or so on, just check it out. And after you kind of learn the basics, then I'd suggest like, you don't need to start from scratch, but take some applications you're already working with and kind of try and identify the policies that are already in there, and then try to delegate some of that responsibility to OPA. And you don't need to rewrite your whole application like in a single sitting, but start with a single endpoint, or maybe like a single role, like just check if the user is an admin and have OPA do that. And then you kind of build your experience from there. And once you have that, you can start to scale up. You can start to look at these management APIs, decision logging, bundle servers, etc. Another fantastic resource is the Styra Academy. And I'm hoping I can post some links here after the talk, so you can check that out. It's basically a free online tutorial with both like video materials and tests. So that's a great way to learn Rego once you get past that first kind of exploratory step. There's the Styra DAS, Declarative Authorization Service. That's our commercial product, really, providing all these management APIs. But there's also a free edition, so anyone can try it out without any commitment of any sort. You don't need to talk to like a salesperson or anything. And of course, there's the Slack, the OPA Slack. Where we are, I think we're almost 4,000 people there, and it's a great community, very helpful, friendly, and even if you don't ask anything yourself, it's a great way to learn just by seeing what others are saying or what they are struggling with. And with that, I say thank you. It's been an absolute pleasure to be here. Thank you, Anders. Thank you. Thank you for this clear presentations. Anyone have question before to move to Thomas? Don't hesitate. You can ask on the chat or directly. Sorry, I didn't get what brings the DAS services from Styra. What is the features? Right. So these kind of management features where you package your policies, take data from various data sources, and then distribute them to the OPAs running in your cluster. So like once you have like hundreds of OPAs, you're going to need some way of like to get an overview of what's going on. And you're going to want to know like what decisions have these OPAs taken? Do we have a lot of violations somewhere? And that would probably be something you'd want to investigate.
So like the management components, it offers a very slick interface for OPA's management APIs. Thank you, Anders. Thank you, Anders. Any some question still on the chat? I see sur un téléphone, code. I guess we are okay. Any other questions? Yes, actually, I'm questions. pretty Go ahead. pretty new to these topics, and I wanted to know what is the relation with the Gatekeeper for in Kubernetes. Could you please give us some examples? Yeah, of course. That's a good question, and it's a question that comes up very often. So again, like we talked about in the beginning, OPA is a general purpose policy engine. So you can pretty much throw anything at OPA and it's gonna work. But you know, the downside of that is of course that since the very generic nature of OPA means that you can't really make any assumptions. So that's pretty much what Gatekeeper is. Gatekeeper is an application built on top of OPA using OPA, but it's for the sole purpose of working as a Kubernetes admission controller. So it only does that. And by kind of narrowing the focus, you can get some kind of nice features like pushing your policies as like config maps and working with like more Kubernetes native concepts like kind of custom resource definitions and so on and so forth. But there's nothing that Gatekeeper can do that you can't do with OPA. But it just kind of makes a pretty nice package of that. And of course, like the Styra DAS is another way of working with Kubernetes. So there are, and I think there's from time to time, there kind of pops up some other open source project where they take OPA and they apply it to some very specific niche. And that's absolutely fine. I think that's very cool. That's what's the beauty with open source, really. Okay, we have some question in the chat. Maybe we had someone answer. Thomas' question, is there already a community implementation for admission control based in OPA? Yeah, that is Gatekeeper. Okay. Okay, the last one before to move, if everyone is okay. What's the normal delivery pipeline for the OPA rules? I mean, test, staging, etc. Would you have all OPA rules on the same repo, grouped by items, etc.? Yeah, that's a great question, and there are many ways of doing that, and I think that it depends largely on your organization. But as a general rule of thumb, one of the main pros of working with policy as code is, of course, that you get all the benefits of working with code. So you can work with unit tests, you can work with Git for version controlling your policies, and you can work with code review. So there's no policy that it's ever going to be deployed to prod unless at least two teammates have said, yes, this looks good, let's deploy this. So all of these kind of benefits you have from working with code should apply to policy as well. And then how you go from Git to say bundles, that's pretty much what these different management APIs does, like the bundle API. Or if you just want to kind of deploy the policy code alongside your application code, that's pretty common too. Okay, thank you, Anders, for your answer. I guess we're over. We can move to Thomas. Thank you to Gustav. He already answered some questions on behalf of you. That's great. Okay, Thomas. T'es mute, Thomas.
On t'entend pas. Ok, pardon. Ah, là, on J'avais t'entend, c'est bon. j'avais perdu la petite barre. Il n'y a pas de souci. Là, on switch en français, donc retour au français. Ouais, Notre cher ami Thomas. just a word for English speakers. Sorry, my presentation will be in French for two main reasons. The first one, this is because there is not currently any presentation about Falco in French, so it will be the first one ever. So I would like to be the one who will do it. And if you want in English talk about Falco, my friend at CISDIG, Dan Papandrea, is currently doing his own version of this presentation for a meetup in UK. For UK, because he's based in New York. So, bonjour, merci. Donc, mon talk, c'est à propos de Falco. C'est un outil qui sert à la détection et la réaction de menaces au sein de Kubernetes. Alors, menace, ça fait un peu peur, mais on pourra revenir. Personnellement, Thomas Labarusias, je suis SRE chez Conto. Donc, c'est une néobanque en hyper croissance. Donc, on recrute. Si vous êtes intéressé pour venir bosser, contactez-moi. Je suis contributeur Falco depuis quasiment 2 ans maintenant. Donc, je ne suis pas core contributeur. Je ne fais pas de C++. Ce n'est pas mon domaine. Par contre, j'ai créé et je maintiens, au début tout seul et maintenant avec une petite équipe, un proxy qui s'appelle Falco Sidekick, qui va parfaitement avec, je vais expliquer, qui s'intègre avec Falco. Vous pouvez me retrouver sur GitHub et sur aucun autre réseau social, j'ai tout quitté, sauf Untap, pour ceux qui connaissent, puisque je suis aussi BeerGeek. Vous avez peut-être la barre où je ne parle. Qu'est-ce que c'est que Falco? Falco, c'est un projet désormais de la CNCF. Donc, il est au niveau incubation level, donc il est au niveau incubé, je ne sais pas comment dire en français. On espère que dans le courant de l'année 2021, il va passer Gradated, donc le plus haut level, le plus haut niveau à la CNCF. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil de détection de comportement. Il a à peu près 4 ans d'existence maintenant. Il a été créé par une entreprise qui s'appelle Sysdig, et plus particulièrement au tout début par quelqu'un qui s'appelle Loris De Giovanni. Alors peut-être que ça ne vous dit rien comme ça si je cite un nom, mais je pense que ça va un peu y avoir une petite lumière dans l'esprit de tout le monde si je dis que c'est un des créateurs de Wireshark. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît bien en analyse de trame, on va dire. Voilà. Comment ça marche? C'est basé sur plusieurs couches. La première couche, c'est l'historique des clients de Sysdig. Donc Sysdig est une entreprise qui fait du monitoring et de l'analyse. Ils ont créé au tout début un module kernel, parce que le module Linux permet d'insérer dynamiquement le kernel Linux permet d'insérer dynamiquement des modules qui permettent d'étendre les fonctionnalités du kernel. Par-dessus ça, ils ont une librairie qui permet de récupérer tout ce qui a été intercepté par leur module, de les parser, de les compléter avec différents champs. Et ils ont fait l'outil Sysdig. Je vous encourage à aller essayer l'outil Sysdig. C'est vraiment ça change la façon de faire de l'administration de système, enfin du debug système. C'est ultra intéressant. Et ils ont eu l'idée, et c'est totalement logique, de se dire si on est capable de récupérer toutes ces informations-là, j'expliquerai ce que c'est que ces informations-là, pourquoi on ne peut pas leur appliquer des règles et potentiellement déclencher des alertes. Et donc c'est exactement ça qu'est Falco en fait. La base est la même. On a un module kernel avec des librairies qui permettent de parser tout ce qui a été récupéré. On applique des règles et ces règles passent ensuite dans une mobilette pour déclencher ou pas des alertes. Falco, c'est ça. Depuis à peu près 2 ans maintenant, avec les changements des derniers kernels Linux, l'intégration d'eBPF. Donc, eBPF, c'est en gros des moyens de se brancher dans le kernel pour récupérer des éléments. Nous, dans le cas présent, on récupère des syscalls, que ce soit pour le module kernel ou que l'eBPF, et c'est totalement transparent pour Falco. On lui dit juste, utilise le module, utilise l'eBPF, et c'est bon. Qu'est-ce que c'est qu'un syscall? Parce que c'est peut-être pas forcément une notion que tout le monde connaît bien. Pour faire simple, on va dire que votre système d'exploitation, c'est un mauvais terme. Votre serveur, il est fait de plusieurs couches. Il y a bien sûr l'hardware, le matériel. Ce qui permet de faire communiquer tout le reste avec ce matériel, c'est le kernel. Voilà. C'est la brique, c'est Linux, dans notre cas présent, dans notre cas nous. Par-dessus, il y a l'OS, il y a les applications, etc. Et c'est le kernel, en gros, le chef d'orchestre de tout votre système qui permet aux applications d'avoir accès
à des ressources, donc que ce soit accès à du réseau, accès à du disque, accès à de la mémoire, etc. D'éviter que les applications se marchent sur les pieds si elles veulent accéder au même fichier, etc. en même temps. Et en plus, il gère les autorisations, qui a le droit de faire ou de ne pas faire, etc. Toutes ces demandes au kernel passent par ce qu'on appelle des system calls, donc en abrégé des syscalls. Et plus généralement, comme il faut le voir ça, les syscalls, un peu comme l'API de votre kernel. C'est une API qui permet d'accéder au kernel, aux fonctionnalités. Généralement, on l'utilise pas comme ça. On utilise par-dessus des librairies, la plus connue étant la glibc, ou Muscle dans les distributions de type Alpine, qui sont, pour simplifier encore une fois, des sortes de SDK. Voilà. Donc votre application se base sur ces librairies pour pouvoir appeler les syscalls, etc. Étant donné que tout passe par le kernel, si on est capable de récupérer les événements qui passent au niveau du kernel, on est techniquement capable de connaître tout ce qui passe dans notre système. Et c'est là qu'intervient Falco. L'avantage, c'est que vu qu'on est au niveau kernel, on est au plus bas niveau possible dans notre machine, on est totalement agnostique de est-ce que finalement, au-dessus, ça tourne dans un conteneur ou pas. C'est pour ça que Falco fonctionne dans un environnement dockerisé, que ce soit du cube ou autre. Il fonctionne totalement de la même manière. C'est juste qu'il va en plus récupérer des métadatas en plus pour savoir que là, il sait que tel processus tourne dans tel Docker, dans tel C-group, etc., etc. Je vous parlais tout à l'heure que Falco intègre un moteur de règles. Alors ça, c'est un exemple de règle extrêmement simple. Globalement, ça se présente comment? On donne un titre à notre règle, bien évidemment, une description et les conditions. Alors là, vous voyez que les conditions, elles sont un peu cryptiques, mais en fait, pourquoi? Parce que ces conditions-là, techniquement, ce sont un ensemble de macros et de listes. Alors, les listes, c'est assez simple. Et là, ces macros, c'est juste des éléments qu'on veut pouvoir réexploiter de règle en règle. C'est simplement ça, une macro. Une sortie, donc ça, c'est exactement le message qu'on va récupérer dans nos logs et ailleurs. Je vous montrerai ça juste après. Et en bleu, tout ce que vous voyez là, ce sont des éléments qui sont dynamiquement rajoutés par Falco. Donc, c'est des éléments qui va automatiquement collecter du fait des événements des syscalls. Donc, le nom du username de qui a lancé qui a fait telle demande de syscall, ça peut être ouverture de fichier, suppression d'un fichier, etc. Le nom du programme en question, etc. etc. Donc, c'est une règle assez basique, celle-ci. Elle permet juste de dire, est-ce qu'on a démarré un processus qui est au sein d'un conteneur, et ce processus, ça doit être un des shells que j'ai listé là. En gros, cette règle, je vous la montrerai tout à l'heure, je vais faire une démo, si je n'ai pas de demo effect, ça va permettre d'envoyer une alerte pour dire, attention, en niveau warning, parce qu'on peut donner des priorités, tu as un shell qui a été lancé dans un de tes conteneurs. Ça a été lancé par tel user, dans tel conteneur, et il a lancé tel programme. Voilà. Par défaut, Falco vient bien évidemment avec des règles, parce qu'il faut quand même un petit temps d'apprentissage pour les écrire. Ce sont des règles communautaires. Vraiment, j'encourage n'importe qui à apprendre à s'en servir, bien évidemment, mais à faire des pull requests sur GitHub pour proposer des règles. Et typiquement, on en a assez régulièrement. Ce matin, quelqu'un a trouvé qu'il y avait une erreur dans une règle qui faisait qu'on pouvait, dans un cas très particulier, si le conteneur avait tel pattern dans son nom, bypasser une règle, ce genre de choses. Donc, il a fait la pull request pour qu'on corrige. Il y a principalement des règles sur système, donc pour essayer de regarder s'il y a des escalations de privilèges, est-ce qu'on écrit dans des répertoires sensibles, le shell, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on change des binaires, ça peut être intéressant, hein, c'est ce qui se passe avec les malwares, ils vont remplacer des binaires système classiques, et voilà. Il y a d'autres règles, typiquement, si on commence à envoyer des requêtes DNS ou des requêtes HTTP vers des botnets connus, ou alors vers des serveurs de crypto mining, genre de choses, on les repère. Ça, ce sont les règles système. Il y a aussi certaines règles qui sont proposées, spécifiques pour certains softs. Typiquement, des comportements anormaux qui seraient liés à des MongoDB, à des Apache, Nginx, etc., etc. Et aussi, grande force de Falco, c'est qu'il a une autre source, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, exprès. On a les syscalls, effectivement, donc ça c'est ce qui se passe au niveau de notre kernel, mais on a aussi la possibilité d'en faire un endpoint pour les audit logs Kubernetes. Alors Kubernetes a la possibilité, si on l'active au niveau du control plane, des masters, on peut lui dire tout ce que on te demande à ton API, ou du moins on peut filtrer, mais
tout ce qu'on demande à ton API, créer, update, suppression, etc. Tout ça, tu le mets dans un fichier, dans un JSON, un log, et tu l'envoies. Tu l'envoies à tel endpoint. Et cet endpoint, dans notre cas présent, c'est Falco. Donc, il est capable de recevoir tous les événements qu'on a demandé à Cube et d'en lever des alertes. Parce que Falco, finalement, c'est un moteur de règles. Donc, par exemple, on pourrait dire que si quelqu'un s'est attaché à un pod, si on a créé ou modifié une config map avec des credentials particuliers. Je vais vous montrer ça juste après. Est-ce qu'un nœud qui n'est pas untrusted, bref, qui n'a pas toutes les caractéristiques qu'on veut, c'est joué en cluster, etc., etc. Donc, à peu près une quarantaine de règles. C'est aussi communautaire et c'est assez intéressant. L'architecture plus globale, on a parlé des Cisco. On a le module kernel ou la probe et BPF, les librairies sysdig. Alors, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais tout ce qui est vert ici, dans ce schéma, c'est assez récent, parce qu'avant, ce n'était pas le cas pour les briques en dessous Falco. Mais Falco a été donné à la CNCF. Mais maintenant, les kernels modules, la probe BPF, les librairies pour regarder lire les captures, les décoder, etc., tout, depuis maintenant 2 semaines, est aussi donné à la CNCF. Donc ça permet à n'importe quelle entité qui aimerait se baser sur ces composants de refaire Falco ou autre. Hein, mais voilà. Ça, c'est intéressant. Donc je reviens là-dessus. Donc on a nos événements. Le moteur, on a les règles, bien sûr, qui sont intégrées à Falco. Les filtres, on compare les expressions, on fait de l'alerting, donc on déclenche un événement. À l'heure actuelle, Falco a comme sortie gRPC, suivant ce fichier texte, standard out, le truc de base, soit shell, c'est-à-dire qu'on passe à un programme en mode pipe, soit HTTP. Et vous voyez en bas, ce que je disais tout à l'heure, il y a les audit logs. Donc en fait, il y a 2 choses. Quand on est Falco en train de le faire tourner au sein de Cube, on va avoir besoin d'enrichir les événements avec des données qui viennent de Cube. Typiquement, quel est le namespace? C'est simple, mais voilà. Quel est le nom du pod, etc., etc. Donc tout ça, Falco, quand il tourne au sein de Cube, on lui donne au niveau de ses droits, donc au niveau de son service account, des droits suffisants pour appeler l'API Cube pour récupérer des métadatas, ce qui lui permet d'enrichir les événements qu'il a récupérés via les syscalls via les syscalls avec des données pure Cube. Et c'est là où j'interviens, entre guillemets. gRPC, c'est assez contraignant parce qu'il faut du mutual TLS, etc. Ça se met en place, il n'y a pas de souci. Les fichiers qu'on utilisait du FileBit ou n'importe quoi, ça vous permet d'indexer ça dans Elasticsearch, etc. Mais ça peut être assez contraignant. Donc, moi, il y a 2 ans, j'ai codé quelque chose qui s'appelle Falco Sidekick, qui s'intègre en mode endpoint de la sortie HTTP de Falco. Et le principe, en fait, c'est de connecter Falco, donc avec cette ressource, à votre écosystème. Donc, il y a quasiment une trentaine de sorties maintenant. Et l'avantage, c'est que contrairement à précédent où on avait la possibilité d'envoyer qu'un seul webhook, bah, ça fait en mode fan-out. Donc, on peut envoyer à toutes ces sorties en parallèle. En plus, en filtrant, en disant, bah, si je suis en dessous du niveau de priorité warning, je n'envoie pas à cette sortie. Typiquement, ça peut être, bah, je veux tout envoyer dans un Loki. Par contre, je ne veux envoyer dans Lambda pour faire de la remédiation que ce qui est au-dessus de Critical, par exemple. Voilà. Il y a d'autres features, comme on peut rajouter des fields. Voilà, ça permet d'enrichir les événements avec des données comme je sais pas, un tag sur le data center, etc., etc. Là, c'est le moment de la démo, donc j'espère ne pas casser. J'ai un cluster, un petit cluster, 3 nœuds. Node et un master. Falco est un daemon set de base, parce que forcément, vu qu'il regarde le kernel, les kernels ne sont pas partagés entre des machines, hein, c'est forcément local à la machine. Donc, si j'ai un cluster de 10 nœuds, j'aurai forcément 10 Falco, un par nœud. Alors, on peut s'inquiéter sur le fait quel est l'impact au niveau des performances. Effectivement, plus votre cluster est chargé, plus il y a d'événements système, donc syscall, plus Falco va devoir travailler. Je ne dis pas le contraire. Donc, le sysdig annonce qu'au niveau de ses librairies
récupération des éléments, enfin des événements, on est à peu près 2-3% d'overhead. Ça peut monter à plus, mais il y a du tuning à faire dans la configuration. Ce n'est pas le sujet du talk aujourd'hui. Donc, si je regarde les pods, Falco, j'ai bien 1, 2 et 3 Falco. J'ai Falco Sidekick, qui est ce que je vous ai montré avant, qui permet d'envoyer à la sortie, enfin, d'envoyer à plein de sorties différentes. Et le Falco Vic, je vais vous montrer juste avant. J'ai les logs de mes 3 Falco. On va utiliser les audit logs. Donc, imaginons que je vais créer une config map qui contient une access key, donc les clés d'accès Amazon. J'ai bien créé, donc on va attendre un petit peu parce que j'avoue qu'avec la visio, il est un peu sur les rotules. Sinon, je montrerai un qui est là. Non. Effet démo. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, je vous montre l'interface. En fait, ici, bon, c'est arrivé en fait. Pardon. Voilà, il est là. Voilà. Ça a mis un peu de temps. Donc, on a bien un événement Falco. On a le timestamp, forcément. On a le message. Enfin, le timestamp est là, pardon. Ici. Le message qui a été, où il a trouvé directement qui a créé, ce qui a été fait. Donc, c'est un create d'une config map qui s'appelait address creates 22222. Et le contenu, on a aussi le contenu de la config map. Le niveau de priorité, la règle qui a été enfreint, et les output fields. Dans les output fields, c'est tous les champs qui ont permis de compléter le message. Et ben, il les considère que ce sont des tags, et donc il nous les sort. Donc typiquement, on a le tag user, on va le retrouver quelque part là-dedans, ici, voilà, le verbe, etc. etc. Donc ça, c'est pratique aussi pour avoir des infos. Donc si je reprends ma petite interface, alors là, je vous le dis, c'est une interface en bêta, cette version-là. Vous êtes les premiers quasiment à la voir. C'est un peu le scoop. On a monté ça avec Franck, qui est, pour la petite histoire, quelqu'un qui est venu au début de semaine parce qu'il avait un problème sur Falco. On l'a dépanné et une semaine plus tard, il se retrouvait corps contributeur. En partie de ça, mais de Falco Sidekick aussi. Il a accroché et il nous a aidé. Vu qu'il est expert JavaScript Fontaine, c'était très intéressant. Donc là, si on regarde, c'est les derniers événements, c'est tous les événements qui ont été vus par Falco depuis tout à l'heure. Thomas, je peux juste intervenir. Enfin, juste, c'est peut-être moi qui n'ai pas super bien suivi, mais Sidekick, il se situe à quel niveau concrètement? Est-ce que c'est un daemon set? Est-ce que c'est un composant, un deployment que tu vas appeler? Est-ce que c'est un sidecar? Bonne question. Falco est un daemon set. Sur chaque nœud cube, on a un Falco qui tourne pour récupérer les événements du kernel. Falco Sidekick, c'est simplement un deployment. C'est vraiment comme n'importe quel web service que vous auriez à l'intérieur de votre cluster. Ok, cool. Voilà. C'est juste un endpoint. Et donc, Falco, c'est que tu envoies les événements à l'endpoint, au service Falco Sidekick. C'est tout. Et pareil, cette UI, c'est aussi un service, enfin, c'est aussi un déploiement, où pour le coup, Falco Sidekick lui envoie les événements, il y a un back-end, donc il garde par défaut les 50 derniers événements, et je sais pas, voilà, il garde les 50 derniers événements, et c'est in-memory database, donc s'il n'y a pas de persistance. Le but vraiment de cette interface, c'est juste pour voir en temps réel ce qui arrive, vérifier que nos règles déclenchent bien ce qu'il faut, etc., et pour pouvoir faire de l'introspection. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, ça, c'est nos derniers événements. Donc, tout est filtrable. Donc, par exemple, si je prends service account, voilà, j'ai l'essai que j'ai fait tout à l'heure, l'essai que je viens de faire. Là, on voit bien que la 2222 que j'ai créé, je peux filtrer aussi. On a vraiment l'événement avec la criticité, warning, etc. On a aussi un dashboard pour récupérer parmi. Donc, là, c'est la timeline par règle. Donc, on voit toutes les règles qui ont été déclenchées, le nombre de fois où elles étaient déclenchées, les par priorité, etc. On peut filtrer par time range, par priorité. Enfin, tout ce qui est assez classique dans une interface web. Voilà.
Je vais revenir à ma présentation. Voilà. Maintenant qu'on a cette notion de la détection, on a la notification avec Falco Sidekick. Donc, vraiment, vous pouvez envoyer, je n'ai pas cité tout à l'heure, mais vous avez vraiment beaucoup. Hein. Ça a commencé par Slack, mais vous pouvez faire du Teams. Alors, c'est pour ceux qui font de l'astreinte. Je salue tous ceux qui font de l'astreinte comme moi. Il y a du PagerDuty, du Ops Genie. Je vais possiblement intégrer VictorOps dans pas si longtemps. Il y a aussi, je ne vais pas préciser, l'avantage, c'est que vu que tous les Falco vont envoyer à Falco Sidekick expose des endpoints Prometheus. Donc, vous pouvez avoir des métriques sur les nombres d'alertes, sur leur par priorité, par règle. Vous avez aussi les infos de Falco Sidekick lui-même, combien de fois il a envoyé à tel et tel output, combien de fois il était en succès, combien de fois il était en erreur, etc. etc. Donc, on a la détection, on a la notification. Il manque un élément pour aller un petit peu plus loin, c'est la remédiation, c'est l'action. Et là, encore une fois, c'est Falco Sidekick qui aide à faire ça en intégrant en tant qu'output différentes sorties, différentes technos. Les 4 à l'heure actuelle qui permettent d'agir vraiment derrière, c'est Amazon Lambda, Kubeless, OpenFaaS et Knative. OpenFaaS, il n'est pas encore, il est dans la prochaine release de Falco Sidekick, mais il existe déjà. Voilà. Et donc, je vais encore, c'est une question, pas de souci. Alors aussi, Knative, juste une précision, on passe par la norme Cloud Events. Donc en fait, Falco Sidekick est capable de structurer la sortie récupérée de Falco en une sortie compliant avec Cloud Events et d'envoyer ça au endpoint HTTP qui permet de déclencher des fonctions Knative. Nouvelle démo. J'espère que ça va marcher. On a une petite question dans l'Internet, si tu veux bien. Une question de Stéphane qui demande quel est le back-end de Sidekick. C'est stocké où? Tu m'as dit en in-memory, mais... Alors, Sidekick n'a 0 mémoire. C'est vraiment un passe-plat. Sidekick, il prend, il envoie. Falco Sidekick UI, il n'a pas de back-end. C'est du in-memory. Vous perdez le pod, vous perdez les infos. Le but, c'était juste d'avoir le flux, en fait. Effectivement, ça a un mois d'existence. On a totalement réécrit tout. Et donc, on va voir si on intègre potentiellement des back-ends pour faire du stockage, etc. On est en train de chercher, voir ce qu'on fait, étant donné qu'on se dit, nous, ce qu'on veut, c'est avoir du flux en temps réel. Si on a besoin de faire du stockage long terme, intègre un Elasticsearch, intègre un Loki, intègre peu importe ce qu'on a derrière. On va rajouter d'autres éléments, on va rajouter du MongoDB, on va rajouter du Postgre, du MySQL, etc., du MariaDB. Donc, tout ça va venir. Et je vous encourage, si vous avez des besoins de nouveaux outputs, généralement, on les intègre en une semaine. Voilà. On a Kafka aussi. Si vous voulez vraiment, vous avez beaucoup d'événements, vous pouvez envoyer ça dans un Kafka. Donc, voilà. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer la remédiation. Voilà. J'ai une pod Alpine qui est bête et méchant, qui tourne ici. Imaginons que c'est mon service web, peu importe ce que c'est. Voilà, pardon. Voilà. Un jour, malheureusement, faille de sécu, il est pwned, donc il est hacké, et quelqu'un arrive à lancer un web shell dessus. Donc, Falco va détecter le web shell, via la règle que je vous ai montrée au tout début de la présentation, va envoyer l'information à Falco Sidekick, qui va envoyer l'info, dans le cas présent, à Kubeless. Donc, Kubeless est un framework qui permet de faire du function as a service au sein de Kube. Donc, en gros, on lui envoie un endpoint, il a un service d'écoute, on lui envoie le JSON, il parse le JSON et il fait une action. Donc, la fonction, bien sûr, à vous de l'écrire. Si vous êtes intéressé sur le blog de Falco, donc falco.org/blog, vous aurez un article que j'ai écrit quand j'ai sorti la release avec Kubeless qui explique tout le processus et comment on fait ça. Donc, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va être assez vite. Voilà. Là, j'ai un shell. Voilà. J'aurais peut-être pas dû montrer. Voilà, ça a été très rapide parce que tout de suite, il l'a vu. Donc, j'ai lancé un shell dans mon pod, comme si un web shell s'était déclenché. On voit qu'il a été terminé tout de suite. Là, j'ai ma fonction, donc c'est ma fonction delete pod, c'est du Kubeless.
et on voit qu'il a reçu une info. C'est pas dans ce sens-là, c'est ce sens-là de Falco Psychic. Il a reçu un contenu, et voilà ce qu'il a sorti. Ben, je supprime le pod Alpine dans le namespace default. Voilà. Donc si je retourne sur mon UI, techniquement, je devrais l'avoir. Voilà. Alors, on a IFIBA. Effectivement, on voit qu'il y a eu, ça c'est intéressant, on voit qu'il a détecté via les audit logs de Cube que quelqu'un s'est attaché, fait un exec dans le pod. Donc, on le voit ici, exec par système admin, donc c'est mon user parce que c'est mon cluster, dans le namespace default, dans la target, dans Alpine. Voilà. Et j'ai avec SH, donc j'ai fait un SH. Et sinon, on a le terminate shell container. On voit warning, un shell a été déclenché, créé dans un conteneur, etc. Donc ça a lancé avec le user root le processus SH dans le namespace default. Le pod s'appelait Alpine et le conteneur ID c'était celui-là. Voilà. Tout s'est fait assez naturellement. Si vous voulez jouer avec Falco, le plus simple à l'heure actuelle, c'est de déployer avec Helm. Donc, vous avez 2 commandes à faire. Vous ajoutez le repo de Helm pour Falco. Et cette commande-là, c'est l'avantage. En fait, il y a des charts pour Falco Psychic, une charte pour Falco, mais elles sont en dépendance l'une de l'autre. Donc, typiquement, tout ce que je vous ai montré là, à part la partie kubeless, effectivement, mais juste avoir Falco, Falco Psychic et Falco UI, juste avec cette commande-là, vous l'avez. Et donc, en moins de 2 minutes, tout est lancé. Si vous voulez contribuer, ça sera avec grand plaisir. Donc, pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Slack, kubernetes.slack.com, faire des pull requests, discuter avec nous, relayer les messages, etc. On a beaucoup de personnes qui font par exemple de la traduction dans leur langue maternelle du site et de la documentation. Voilà pour ma présentation. Super, merci Thomas. Des questions? Il y a quelques questions, je pense, mais il les a. Ouais, moi j'ai peut-être une question. Mais déjà, super présentation. Moi, personnellement, j'ai kiffé Falco et Sidekick, ça a l'air vraiment cool. Et avec Kubeless encore. Ouais. J'ai vu que tu n'avais plus de batterie, effectivement. Posez vite vos questions. Je vais poser la question quand même, je pense que tu m'entends. En fait, tu travailles chez Conto et je voulais savoir s'il y avait tu l'avais mis en place chez Conto et dans quel cadre, si tu avais rencontré des problématiques dans la mise en place, si tu l'as mis en place, et qu'est-ce que ça a pu résoudre comme problème. Alors, je vais raconter, Falco n'est pas chez Conto à l'heure actuelle, parce qu'on avait d'autres problématiques. Si vous voulez venir bosser avec nous et bosser sur une petite CD aux petits oignons avec du Arco CD, un autre projet CNCF, voilà, on déploie des milliers d'applications avec Argo CD. C'est très sympa. Donc, on ne l'a pas fait. Par contre, j'ai validé, on tourne sur IKS, je l'ai validé qu'on peut le déployer et que ça tourne totalement bien. Donc, avec les versions d'IKS, etc. Falco vient de ma vie professionnelle précédente où j'étais chez un infogérant. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on avait commencé tout juste. Donc, c'était il y a plus de 2 ans maintenant. Et j'avais justement, parce que la sortie ne me plaisait pas pour Slack dans la documentation, où je me suis dit, bon, moi je fais du Go depuis quelques temps, donc je vais créer un petit truc. Je l'ai présenté, on m'a dit, ah, ça serait bien de rajouter ça. J'ai rajouté, et 2 ans plus tard, je suis toujours dedans, et je suis passé une sortie juste parce que je trouvais que j'étais un peu psychorigide sur le format, à maintenant il y en a une trentaine, et je fais des reviews de code de personnes de chez Google et WordPress. Donc c'est plutôt cool, mais sinon c'est pas encore. C'est sûr que c'est dans notre merci. C'est dans notre roadmap. Je pense d'ici la fin de l'année, on a d'autres sujets avec Istio, etc. Donc, mais si vous voulez venir nous aider pour l'intégrer, venez. J'ai encore 2 questions. Une concernant le noyau. Est-ce qu'il y a des recommandations d'un noyau minimal à faire tourner? C'est une très bonne question. C'est on va dire, ce qui gêne le plus souvent les gens. En gros, vu que les modules dépendent de la version exacte du kernel pour le système d'exploitation. En gros, il y a plusieurs possibilités. En fait, quand vous allez déployer Falco, il y a
le kernel est disponible dans les repos Falco. Pas de souci. La deuxième solution, c'est le kernel n'est pas disponible. Par contre, j'ai tout ce qu'il faut, je vais le builder en local. Donc, ça fait un déploiement beaucoup plus long. Mais une fois que le module est présent sur la machine, ça se fait tout de suite. Et la troisième possibilité, c'est c'est pas possible de toute manière parce qu'on ne peut pas, c'est souvent le cas chez IKS ou chez Amazon, etc. Enfin, pas chez Amazon, chez Azure. On ne peut pas forcément toujours insérer un module dans le kernel parce que ça peut être potentiellement un problème de sécurité. Donc, dans ce cas-là, les providers de cloud vous permettent de vous brancher sur la probe ePPF. Et si vraiment ce n'est pas possible, on pourra en discuter à côté. Il y a quelque chose avec un sidecar qui passe par les petites traces, mais les perfs sont beaucoup, beaucoup moins bonnes. Ça s'appelle PDIG, si vous voulez chercher sur le GitHub. Merci. Et dernière, comme ça je laisse la parole aux autres. Tu as mentionné un overhead de 2-3%. Ça concerne uniquement Falco. Comment se comporte à plus grande échelle Sidekick si tu as fait des tests de perf ou des trucs comme ça? J'ai fait relativement peu de tests de perf. J'ai essayé à coup de requêtes de lui envoyer beaucoup dans la tronche. Et en fait, le Falco, c'est du Go. Il ne fait rien à part passe-plat. Il n'y a pas vraiment de logique. Donc là-dessus, même s'il a 10 000 goroutines dedans, ça ne pose pas de souci niveau mémoire, niveau CPU. Par contre, effectivement, si on se met à le bourriner, il y a un truc qui va coincer derrière. Typiquement, si vous envoyez sur Slack, Discord ou n'importe quoi, ça va être leur API à eux qui va bloquer. Donc généralement, quand j'ai fait des tests, j'ai bloqué les backends, enfin les sort parties, avant de bloquer Falco Sidekick. Voilà. Donc, par contre, effectivement, il faudrait faire des tests pour, si j'envoie dans Loki ou dans Elasticsearch, comment ça se comporte. Mais après, c'est pareil, si jamais vous avez ce pattern-là où vous êtes censé envoyer en très grosse volumétrie, c'est peut-être intéressant que vous envoyiez ça dans SQS, dans Kafka, qui eux vont servir de tampon. Et là, ça fonctionne totalement bien. Super. Merci Thomas. Merci Thomas. Il y a une question, est-ce que ça se compare à Aqua Security? Je connais moins Aqua Security, j'avoue. Je sais qu'ils font du scan d'image, ce genre de choses. Je ne peux pas comparer parce que je ne connais pas assez bien Aqua Security. J'aimerais éviter de dire une bêtise. Ce qui est sûr, ce qui se compare le plus à Falco, c'est Sysdig Secure. En gros, c'est toute la partie commerciale qui a été montée par l'équipe, par Sysdig, par-dessus Falco. Donc, il y a une interface où c'est eux qui collectent tout. Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses. Typiquement, c'est quelque chose qu'on devrait faire nous avec notre... si on voulait le faire en full open source, quelque chose qu'on peut faire. Sysdig sert à faire des captures, enfin, regarder les événements. J'en ai pas parlé plus que ça, mais il est aussi capable de les enregistrer façon TCP dump, ce qui permet de les relire à froid. Ou possiblement après de travailler dessus pour pouvoir gérer les règles Falco. On travaille sur une capture, ça nous permet de peaufiner la règle et comme ça, on est sûr de... ça, typiquement, dans la version commerciale, Falco détecte quelque chose, on a les notifications, un peu moins que ce que j'ai fait avec Falco Sidekick, donc ça, je suis assez fier, on a quand même beaucoup, même moins. Par contre, ils sont capables de directement déclencher une capture par Sysdig dans le cluster, qui permet. Donc, imaginons que là, j'ai fait un déclenchement, un shell s'est lancé dans un conteneur, moi, derrière, je l'ai supprimé, direct, par sécurité. Eux, en gros, c'est un web shell, on fait une capture de Sysdig, c'est-à-dire que je vais capturer tout ce qui se passe dans ce conteneur, comme ça, je vais être sûr exactement de tout ce qui a été fait après. Potentiellement, si quelqu'un a téléchargé un Perl offusqué dans un binaire, puis l'a lancé pour remplacer un postfix, enfin, j'en sais rien, ils ont toutes ces infos dans la capture. Et après, dans l'interface, on peut... Je ne vais pas faire de prosélytisme commercial parce que ce n'est pas mon boulot. Contactez-les, ils sont très sympas. Il y a un free trial. Mais d'un point de vue open source, on pourrait le refaire, mais ce n'est pas le but tout de suite. Super. D'autres questions? Peut-on avoir Sysdig Secure? Alors, la question, c'est peut-on avoir Sysdig Secure, donc c'est la version commerciale, et la solution. Donc, techniquement, oui, vous pourriez faire les deux. Je ne sais pas si vraiment c'est un intérêt, parce que si vous payez une licence qui fait à peu près tout, sauf peut-être certains back-ends de notification, enfin, vous n'aurez pas autant de sorties à pousser que dans la version commerciale. Mais après, ça fait exactement la même chose. Vous avez une interface graphique pour gérer les règles. Dans l'interface, après, ça reload les agents Sysdig Secure qui sont faits des Falco sur tout votre cluster, etc. Alors que là, il faut que vous mettiez à jour la config map
peu importe comment vous le faites, avec Helm, une CI, n'importe quoi. Et après, ça recharge tous les Falco. Ok. Est-ce que Falco, je ne sais pas si tu veux AKS, Autos. Est-ce que pourrait être déployé? Oui, oui, techniquement, on pourrait totalement le déployer. Après, alors, si vous voulez un exemple, si vous managez vos clusters Cube avec GitLab, parce qu'ils font ça depuis quelques temps, Falco, c'est un clic et c'est fait. C'est déployé nativement. Et Falco Sidekick est dans la roadmap depuis très longtemps, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, mais ils voulaient intégrer aussi. Ok. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de providers de cloud qui pourraient effectivement le faire. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thank you, Andres. Stay with us until the end, even we speak in Thank you, French. Andres. Thanks. Thank you. D'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. Je n'ai pas compris la remarque utilisateur égale Oui. celui qui déploie une cloud native app. Non, en fait, je pense que la question, c'est est-ce que c'est transparent pour la personne qui déploie une application? Ah oui, Moi, alors, je suis développeur, je déploie une application. Est-ce que ça Falco, peut être Falco transparent? Sidekick, c'est totalement transparent. Je veux dire, ça ne change pas. Ce n'est pas un admission controller avec un mutating webhook qui est capable de changer des choses. Si vous mettez en place du function as a service qui fait des actions, typiquement, on pourrait s'en servir, vu qu'il est capable de... Voilà, typiquement, là, j'ai créé une config map avec une clé AWS, problème de sécu. On peut totalement faire que ma fonction kubeless, openface ou knative cherche pas, supprime. Donc, effectivement, là, pour l'utilisateur, enfin, celui qui déploie, il va se dire, mais pourquoi c'est jamais déployé, mon truc? Ou alors, il va juste le voir arriver, partir. Ça, mais techniquement, si on fait ce genre de truc, c'est peut-être plus dans un admission controller. Et donc, pour faire le parallèle avec ce que notre ami Anders a fait, c'est plus OPA si on se base sur OPA pour faire un truc en disant je refuse que dans mes credentials, dans mes config maps, il y ait des credentials comme ça en clair AWS. Voilà. Il faut bien comprendre que Falco, c'est pas fait pour empêcher les choses. C'est fait pour détecter quelque chose qu'on ne veut pas se passer. En fait, l'idée derrière, elle est assez basique. Alors, ça vient d'avant Cube, hein, mais c'est enfin, c'est malheureux à dire, mais il y a une très très forte probabilité qu'on se fasse pirater. On a un système, on a n'importe quoi, un WordPress, un Joomla. Moi, j'ai managé à peu près tous les CMS de la Terre pendant 7 ans. On se fait toujours avoir à un moment ou un autre. La faille, c'est jamais la même. Donc, c'est difficile avec un IDS classique de anticiper la faille. Par contre, on est d'accord que peu importe la faille, le but toujours, c'est d'arriver pour l'attaquant, de lancer un shell, changer les binaires, etc. La finalité est toujours là, en fait. Si on est capable de détecter que la finalité est arrivée, certes, on n'a pas réussi à empêcher. Ça, c'est d'autres systèmes, c'est nos firewalls, c'est les WAF, etc. Mais malgré tout ça, ça s'est passé. On arrive à le détecter tout de suite. Ça fait un gain de temps. On peut faire la remédiation. On pouvait totalement penser SSH sur une EC2 qui est dans un groupe d'autoscaling. Il ne faut pas chercher. Je tue l'instance. Moi, c'est un pattern que j'aime beaucoup, mais c'est vraiment cette logique-là. On détecte en étant le plus bas niveau possible. Et voilà. So ideally, we will have OPA and Falco together in order to secure the platform. The idea is with OPA and gatekeepers, we can forbid or deny any bad patterns we could have in our coffee map or in our deployment resources. But if something bad happens eventually, with Falco, we can easily detect it despite our barriers to avoid that. Thank you. Merci, thank you. 19h20, je pense qu'on a fait bien le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, dernier appel. Ouais, je vais, avant que tout le monde s'en aille, ouais, vas-y, juste... En fait, on cherche toujours des speakers et on s'est dit récemment que ce serait cool qu'on ait des retours d'expérience d'entreprise, vraiment sur des mises en place de solutions. Il ne faut pas se dire qu'on attend des solutions cutting edge, mais vraiment comment dans les entreprises de la French Tech, principalement, comment on a mis en place des solutions techniques et quelles problématiques techniques on a rencontrées. Donc n'hésitez pas. Franchement, ça intéresse beaucoup de monde de savoir comment on travaille dans différentes entreprises. Et on en a peu ces derniers temps. Je sais qu'en remote, c'est un peu difficile, mais c'est un bon exercice. Et c'est même plus simple de faire en remote, sincèrement. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est un petit appel. Et on est pour ça aussi. On est pour ça, pour aider
que ça reste animé. Ok, merci beaucoup pour tout. Merci Thomas. Thank you, Anders, again for your Thanks, Al. contribution for today. Have a good night. And for the next, we didn't schedule yet, but we will send you a notification about the next meetup. Thank you, Thomas. Thank you. Anders. Thanks, guys. Merci. Thanks, Thank you. everyone. Thank you. Thank you again to Skyway for their Bye. support. Yes, thanks to Bye-bye. Skyway. Bye.